nous n'allons pas aller au fond du dossier. Alors, nous vous parlerons de l'arrêt de la Cour suprême qui a été rendu le 20 juin passé. Nous parlerons aussi de l'inculpation et du mandat de dépôt qui a été pris contre M. Bojona Pascal Akosulelu. Nous passerons naturellement par sa convocation et son audition par le juge chargé du 4e cabinet d'instruction. L'affaire Abbas Al-Youssef contre Agba Bertin et autres a fait couler beaucoup d'encre, continue à faire couler beaucoup d'encre. Mais autant il y a des évidences dans le dossier et dans la procédure, autant il y a des zones d'ombre. Autant il y a des supputations, autant il y a des déformations. Voilà pourquoi nous avons senti la nécessité de nous réunir ce soir pour vous livrer la procédure telle que nous la connaissons dans ce dossier. Nous n'allons pas répondre point par point aux déclarations qui ont été faites par le plaignant sur les médias. La procédure dans ce dossier est atypique. Atypique pourquoi? Parce que ce qui se fait habituellement, eh bien dans ce dossier, nous ne l'avons pas vu. Le 23 janvier 2012, la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Lomé a rendu un arrêt par lequel elle a ordonné la déposition du ministre Bojona Pascal Akosulelu, et arrêt par lequel la chambre d'accusation a ajouté que sa déposition sera reçue par le président de la chambre d'accusation. Cet arrêt, rendu, je disais, le 23 janvier 2012, a été déféré devant la Cour suprême. Et la Cour suprême a rendu son arrêt le 20 juin 2012. L'arrêt de la Cour suprême a consisté, entre autres, à permettre à M. Agba Bertin de sortir après paiement de la caution de 150 millions, fixée par la chambre d'accusation. Ensuite, la Cour suprême a cassé l'arrêt rendu par la chambre d'accusation parce qu'elle a estimé qu'en lieu et place du président de la chambre d'accusation, l'article 422 de notre code de procédure pénale a prévu que s'agissant des membres du gouvernement, eh bien, c'est plutôt le président de la Cour d'appel qui a compétence pour recevoir leur déposition. Et la déposition se fait par écrit en leur demeure au cabinet du président de la Cour d'appel. Voilà ce qu'a dit la Cour suprême le 20 juin. Alors même que l'obligation d'exécuter les décisions de justice pèse aussi bien sur les particuliers, sur les personnes privées que sur l'État, l'État n'a pas cru devoir exécuter ce terrain en permettant, ou mieux en autorisant la déposition du ministre Bojona Pascal Akosulelu. Il est important de souligner d'ores et déjà qu'en droit nous disons que l'autorité de la chose jugée est attachée au dispositif de la décision. Ça veut dire quoi? Quand vous prenez une décision, il y a la partie par ses motifs. Quand vous prenez l'arrêt qui a été rendu, vous permettez que je vous donne lecture de cet arrêt. Le dispositif, notamment, dans le dispositif, il est dit inversement, cas si annule l'arrêt numéro 009 par 2012,
rendu le 23 janvier 2012 par la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Lomé, en ce qu'il a dit que la déposition du ministre Bodiona Akousoulel Pascal sera reçue par le président de la Chambre d'accusation au lieu du président de la Cour d'appel de Lomé. La déposition du ministre. L'arrêt n'a pas dit la déposition de M. Bodiona Pascal Akousoulel, ministre de l'administration territoriale. L'arrêt dit la déposition du ministre. En d'autres termes, sa déposition ne peut pas être reçue à abstraction faite de sa qualité de ministre. Alors, M. Pascal Akousoulel Bodiona n'a pas été entendu jusqu'au jour où, par un décret, ses fonctions ministérielles ont pris fin et 5 jours plus tard, il a reçu du juge chargé du 4e cabinet d'instruction une convocation à comparaître devant lui. Et quand vous prenez la convocation, il est écrit dessus pour affaire le concernant. Le 10 août, M. Pascal Bodiona s'est rendu au cabinet de M. le juge chargé du 4e, au cabinet du juge, du 4e cabinet d'instruction. Contre toute attente, alors même que dans cette affaire, il avait été déjà entendu lors de l'enquête préliminaire comme témoin, il lui a été dit qu'il serait entendu comme inculpé. Après de longs échanges, le juge d'instruction l'a finalement entendu comme témoin. Comme témoin dans le strict respect des dispositions de l'article 84 de notre Code de procédure pénale. Et que dit cet article? Cet article dit que lorsqu'il existe contre une personne des indices graves et concordants de culpabilité, eh bien, cette personne ne peut pas déposer sous la foi du serment. Dans ces circonstances, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire qui a reçu commission rogatoire, donc mission de l'entendre, a l'obligation de lui dire clairement qu'il y a des indices graves et concordants qui pèsent sur lui et qu'il a l'obligation de demander son inculpation avant toute déclaration. Au cas où il refusait de demander son inculpation, eh bien, les déclarations qu'il entreprendrait de faire ne pourraient être reçues que comme de simples renseignements. Dans le cas d'espèce, M. Pascal Bodiona a déposé sous serment. Ça veut dire qu'il ne lui a pas été signifié des indices graves et concordants. Vous me demanderez certainement ce que c'est que des indices graves et concordants. Je vous donne des exemples. En matière criminelle, par exemple, lorsque quelqu'un a été vu sur les lieux du crime en train de fuir, lorsque de surcroît, on a vu sur les lieux du crime les objets appartenant donc à l'intéressé, lorsqu'enfin, l'intéressé a été vu quelques instants avant la commission de l'infraction chez un armurier en train d'acheter une arme dont les balles correspondent à celles qui ont été retrouvées dans le corps de la victime. Voici, à titre d'exemple, ce qu'on appelle des indices graves et concordants. Dans notre cas d'espèce, M. Bodiona Pascal Akousoulel a déposé et à la fin, nous nous sommes séparés. Vous avez certainement appris que l'ambiance qui avait régné lors de l'audition était aussi inhabituelle parce qu'il y a des suspensions et des coups de fil. Nous faisons économie de cela parce que nous en avons parlé dans le passé. Alors, après l'audition de M. Pascal Bodiona, on avait cru que la procédure allait suivre son cours normalement. Et contre toute attente encore, le lendemain, samedi 11 août, l'un d'entre nous a été invité par le 2e substitut du procureur de la République et le procureur général pour s'entendre dire qu'il devait aller voir M. Pascal Bodiona pour le prier de bien vouloir accepter son inculpation. Et qu'au cas où il s'y opposerait, eh bien, il s'exposerait à, disons, des choses désagréables entre guillemets. Jusqu'à dimanche, les coups de fil ont continué, mais une telle demande étant vraiment raisonnablement inadmissible, suite n'a pas été donnée par M. Bodiona Pascal Akousoulel à cette demande.
Dans la foulée, il est important de le souligner, avant même que M. Pascal ait été entendu par le juge d'instruction, nous lui avions dit qu'en principe, M. Pascal Bodiona ne pouvait être entendu que par le président de la Cour d'appel, conformément aux dispositions de l'arrêt. Mais on n'a pas compris pourquoi il n'a pas été entendu et on ne sait par quelle étrange alchimie le dossier se retrouve sur la table du juge d'instruction pour que ce dernier donc, prenne sur lui de l'entendre. En principe, il est incompétent parce que ce n'est pas lui qui a ordonné cette mesure, c'est plutôt la chambre d'accusation qui a senti la nécessité d'ordonner cette mesure. Il a cru devoir passer outre et après réflexion, nous nous sommes dit qu'il fallait quand même soulever cela, la violation de l'arrêt de la Cour suprême. Alors, le lundi matin, donc on était donc le 13 août, nous avons déposé un acte d'appel entre les mains du juge d'instruction et c'est lui-même qui a reçu l'acte d'appel, tendant à faire envoyer le dossier devant la chambre d'accusation, qui est donc la juridiction d'appel lorsqu'on rend des décisions en matière d'instruction. Il a reçu donc l'acte d'appel de M. Pascal Bodiona avant 8 heures. Mais à 11h35, nous avons été surpris de voir un huissier se présenter au domicile de M. Pascal Bodiona pour lui tendre un exploit de signification d'une convocation à comparaître le même jour à 17h. M. Pascal Bodiona a reçu la convocation et a écrit une lettre au juge d'instruction, lettre dans laquelle il a dit qu'il ne comprend pas pourquoi, après qu'il ait déposé un acte d'appel qui dessaisissait momentanément le juge d'instruction, ce dernier a cru devoir lui envoyer une convocation. Et il a ajouté que même s'il devait recevoir une convocation dans ces circonstances, il fallait que l'on respecte les délais légaux. Et on était là quand le dossier a été envoyé à la chambre d'accusation. Et le 24 août, il a reçu une convocation, disons une notification de la date d'audience, notification par voie d'huissier, envoyée par le procureur général après la cour d'appel de Lomé. Et cette notification, selon l'article 169 de notre code de procédure pénale, doit se faire en principe par lettre recommandée. Et vous savez, en droit, rien n'est gratuit. Les règles de procédure ont vocation à protéger toutes les personnes concernées dans le dossier, qu'il s'agisse des inculpés, qu'il s'agisse des parties civiles ou bien des témoins. Alors, le législateur, en précisant que c'est par lettre recommandée, a eu le souci de protéger la confidentialité. Voilà pourquoi le législateur a dit à l'article 169 que c'est par lettre recommandée. Et il allait plus loin pour ajouter que, en matière de détention, la lettre recommandée doit être envoyée au moins 48 heures, c'est un délai minimum, dans un délai minimum de 48 heures entre la date donc, à laquelle on envoie la lettre et la date d'audience. Et en toute autre matière que la matière de détention, comme dans le cas d'espèce, un délai de 5 jours au moins doit être observé entre la date d'envoi de la convocation et la date d'audience. Contre toute attente, M. Pascal Bodiona recevait donc le 24 août, vendredi, par voie d'huissier, la notification de la date d'audience à comparaître le 28, soit le mardi après-midi à 14h30. À cette date, nous nous sommes retrouvés devant la chambre d'accusation et les avocats que nous sommes, nous ne pouvons quand même pas fermer les yeux sur les irrégularités de procédure, aussi bien pour protéger les intérêts de M. Bodiona que pour protéger vraiment le droit, dans l'intérêt de tout citoyen. Nous avons soulevé la nullité de la procédure de notification de la date d'audience pour les deux moyens que je viens d'invoquer. Le premier, en lieu et place d'une lettre recommandée, le procureur général a cru devoir envoyer un exploit d'huissier. Le second, en lieu et place d'un délai de 5 jours, il a cru devoir observer un délai de 3 jours. La chambre d'accusation nous a suivis et a rendu un arrêt le 28 août, annulant la procédure de notification de la date d'audience à M. Pascal Bodiona. Et la nullité, par définition, efface rétroactivement les actes posés. Il va sans dire que dès lors que la chambre d'accusation a annulé la procédure de notification, puisque c'est elle qui fixe les dates d'audience,
eh bien, le dossier devait retourner vraiment sur le bureau du procureur pour qu'il envoie une nouvelle convocation, puisque c'est lui qui conduit la procédure. Nous avons été surpris de voir que la Chambre, après avoir prononcé la nullité de la procédure de notification, la Chambre a cru devoir elle-même fixer une date d'audience. Elle a renvoyé le dossier au 7 septembre. Alors nous avons dit qu'une fois encore, c'est une règle de procédure qui a été violée et il faut que, quand on applique la loi dans un état de droit, il faut que l'on puisse dire que le droit s'en trouve bien. Alors nous avons formé pourvoi contre l'arrêt rendu par la chambre d'accusation. Le dossier, dans ces circonstances, est censé se trouver actuellement à la Cour suprême. Mais contre toute attente encore, le samedi 1er septembre dans la matinée, M. Pascal Bodiona a vu à son domicile les agents de la gendarmerie nationale qui sont allés le voir avec un soit transmis, donc un document du deuxième substitut du procureur de la République, lequel document est accompagné d'une nouvelle plainte de M. Abbas Al-Youssef, plainte dans laquelle il dit poursuivre M. Bodiona pour complicité d'escroquerie. Une première plainte avait été déposée pour escroquerie contre Agba Bertin et autres. Et dans ce dossier, M. Bodiona a été entendu comme témoin. Cette fois-ci, il dit déposer plainte pour complicité d'escroquerie et il allait plus loin pour dire que du fait que M. Bodiona est en train d'exercer les voies de recours qui lui sont reconnues par la loi, il faut le souligner, l'issue du litige vraiment tarde. Et dans ces circonstances, il croit qu'il peut cette fois-ci déposer une plainte contre M. Pascal Bodiona. Et il l'a fait pour complicité d'escroquerie. M. Pascal Bodiona, vous le savez tous, s'est retrouvé dans ces circonstances à la gendarmerie. Nous avons écrit au procureur, au deuxième substitut du procureur de la République, un courrier dans lequel nous avons dénoncé son interpellation et l'illégalité de la plainte. Parce que juridiquement, on ne peut pas déposer une plainte contre quelqu'un pour complicité. Vous me demanderez pourquoi, je vous dirai que la complicité est une criminalité d'emprunt. Ça veut dire quoi? On ne saurait parler de complicité sans tenir compte de l'infraction commise par une autre personne qu'on qualifie d'auteur. C'est pourquoi quand vous prenez l'article 13 de notre code pénal, il dit les complices d'un délit ou d'un crime. Ça veut dire quoi? La complicité n'existe pas comme étant une infraction qui peut se distinguer des faits commis par l'auteur principal. Alors l'article 13 dit les complices d'un crime ou d'un délit sont punis de la même peine que l'auteur principal, sauf si la loi en dispose autrement. Alors nous n'avons pas compris que M. Abbas Al-Youssef ait cru devoir déposer une plainte rien que pour des faits de complicité. Nous avons estimé que juridiquement ce n'est pas faisable et le procureur ne pouvait pas donner suite à une telle plainte. Encore moins le juge d'instruction devant lequel s'est finalement retrouvé M. Pascal Bodiona. Donc, nous avons envoyé la lettre, au moment d'envoyer la lettre, le deuxième substitut faisait comparaître M. Pascal Bodiona devant lui, malgré tout ce que nous avons donné comme moyen, et malgré notre demande tendant à nous faire lire la plainte pour que nous comprenions ensemble qu'il s'agit des mêmes faits, il a refusé de nous lire la plainte. Quand vous lisez l'article 103 de notre code de procédure pénale, l'article 103 est très clair. Le juge d'instruction saisi d'un dossier, saisi des faits dans un dossier, peut inculper toute personne qui, selon lui, aurait pris part aux faits incriminés. Il peut inculper la personne soit comme auteur, soit comme complice. Ça veut dire qu'il est saisi du dossier globalement. En droit, on dit qu'il est saisi in rem. Même si le fait délictueux visé, c'est l'escroquerie, même si on ne parle pas de complicité, eh bien, il a l'obligation, si l'enquête révèle d'autres personnes et d'autres faits et d'autres infractions, il a l'obligation d'inculper toute personne que l'enquête aura révélée. Alors nous avons envoyé un tel courrier au juge d'instruction pour qu'il constate qu'il est incompétent. Parce que nous avons dit cela en vain, lui aussi, il n'a pas cru devoir nous entendre. Malgré cela, il a inculpé M. Pascal Bodiona et il a pris un mandat de dépôt contre lui. Voilà ainsi résumé
ce qui s'est passé dans le dossier. Et nous estimons humblement, avec les arguments de droit que nous venons d'avancer, que M. Pascal Bodiona, dans ce dossier, devait être entendu par le président de la Cour d'appel en sa qualité de ministre. M. Pascal Bodiona, aujourd'hui, n'est pas en train de fuir la justice. Il n'est pas en train de demander une justice de sentiment parce qu'il sait que le juge doit rester maître de ses mouvements intérieurs. Il n'est pas non plus en train de demander une justice d'humeur parce qu'il sait que les humeurs conduisent le juge à verser dans la subjectivité. Il demande que le juge applique la loi et rien que la loi. Malheureusement, ce n'est pas ce que nous constatons dans le dossier. Et puisque beaucoup se demandent qu'est-ce qui se passe concrètement, nous nous sommes dit aujourd'hui, bien, il faut que nous éclairions l'opinion. Parce que beaucoup de choses se disent. Nous avons entendu beaucoup de choses sur des chaînes comme TV2, nous n'allons pas répondre à cela. Mais pour l'essentiel, voici la procédure telle qu'elle se déroule devant nos juridictions. Nous sommes à votre disposition pour les questions.